Vermel. On est à la veille du verdict. Tu te sens comment? Je me sens comment? Je me sens... Voilà, je sais pas quoi dire en fait. Il y a des éléments qui ont pu encore ressortir, encore une fois, et se rendre compte des contradictions, du mensonge et du corporatisme qui peut exister au sein même de la police. Donc on l'a bien vu, entre les experts qui ne sont pas objectifs, qui se basent sur des éléments qui n'ont rien à voir ou sur des mensonges et qui ne se rendent même pas compte qu'ils se sont basés sur des mensonges. Donc voilà, donc ça a été rappelé par le président, c'est très bien. Je note que le président n'a pas la même attitude que le premier président Jean-Marc Keller à la cour d'assises de Bobigny. Peut-être que ça va changer les choses, peut-être pas. En tous les cas, au final, la décision revient aux jurés. On verra bien. Il y a eu l'audition du procès Saboudjian. Ce matin, il a été assez malmené par le juge qui lui a posé des questions effectivement qu'on n'avait pas entendues l'année dernière. Comment t'as ressenti ça? Oui, je note qu'il y a une différence de traitement vis-à-vis de ce policier qui ne bénéficie plus des privilèges qu'il avait eus au départ à cette cour d'assises de Bobigny. Qu'aujourd'hui c'est différent, qu'on est en quête de vérité et de justice vraiment, et que c'est quelque chose d'étonnant. Peut-être qu'il va y avoir un changement, mais je préfère pas me prononcer et pas me donner de faux espoirs. En tous les cas, voilà, au moins on serait battu jusqu'au bout. Comment tu te sens quand le policier Damien Saboudjian fond en larmes? Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu penses qu'il est sincère ou est-ce que tu vois ça comme une manipulation de sa part? Il essaie plutôt, à chaque fois qu'il y a des questions qui sont un peu trop gênantes, donc il se met à craquer. Toi, comment tu le vois? Je pense qu'il doit certainement pleurer sur son sort, qu'il n'a aucune empathie ni pour la victime qui était mon frère, Amine Bentounsi, et aucune empathie pour la famille, aucune empathie pour les circonstances de la mort de mon frère, comment ça s'est passé, aucune remise en question. Il y a presque une espèce de postulat qu'il a depuis le départ, et il n'en démord pas en fait, presque que rien ne peut lui arriver et qu'on doit croire sa parole sur parole. Et voilà. J'ai une question. On a entendu, donc il y avait une enquête de personnalité aujourd'hui faite par une experte, et elle revenait sur le fait que Amine Bentounsi était le premier prisonnier, enfin le plus jeune prisonnier de France. Il a été incarcéré pour la première fois à 13 ans. Je sais que tu as beaucoup parlé des liens avec Jean-François Copé, Emo et cette incarcération. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors effectivement, Amine a été incarcéré, ça a été le premier jeune prisonnier de France. Donc à partir de là, je me dis, on ne choisit pas son parcours. À 13 ans, on lui a imposé un parcours. Un parcours qui a été le sien par la suite, effectivement. Mais c'est pas parce qu'on a ce parcours-là, c'est pas parce que on a été tué d'une balle dans le dos et qu'on doit utiliser son passé judiciaire pour justifier ce qu'il a vécu et le fait qu'il ne soit plus là aujourd'hui. Effectivement, à l'époque, il avait brûlé une poubelle qui avait pris feu à côté d'une crèche, donc ça a été considéré comme un incendie criminel. C'est une incarcération qui l'a marqué à vie, puisque quelques années, il m'en reparlera plus tard, il me dira qu'il a été parmi les loups, des voyous, des violeurs, et qu'il n'a pas compris, et que quelque part ça a forgé la personnalité qu'il avait au moment où je lui parlais. Et à 17 ans, alors qu'il n'était pas encore majeur, où il avait été soudoyé par un commissaire, à l'époque il y avait Nelly Delbos, qui est Tirevert, l'inspecteur Tirevert, qui à ce moment-là avait soudoyé mon frère pour lui faire signer de faux procès-verbaux qui visaient Jean-François Copé, comme quoi c'était Jean-François Copé qui brûlait, qui le payait pour brûler les voitures à l'époque. Et ça, c'est quelque chose qui a aussi fait que la police était à sa recherche constamment
parce que quand les faits ont été révélés à ce moment-là, puisqu'il m'en avait parlé et que toute la presse s'en était emparée, l'histoire des voitures brûlées de Meaux, bien évidemment qu'un commissaire, un inspecteur ont été mis en cause à ce moment-là. Et du coup, oui, ils ont été virés, ils ont été mutés, puisqu'ils touchaient à quelqu'un de politique. Donc là, ce n'était pas un petit voyou qui touchait, mais c'était quelqu'un de politique via mon petit frère, donc à qui il demandait de garder le silence et de lui demander de signer de faux procès-verbaux qui sortiraient au moment des élections. Donc ça fait aussi partie du parcours de mon frère. Et que si mon frère a subi autant cette répression policière, c'est aussi c'est un des facteurs, c'est pas le seul, mais c'est aussi un des facteurs qui a fait que mon frère, on a été sans pitié avec lui, puisque à ce moment-là, il a dénoncé un commissaire et un inspecteur qui voulait le faire signer de faux procès-verbaux. Et donc du coup, après, c'est tout le commissariat. Tout le commissariat, Amine était vu comme le loup blanc de la cité. Et forcément, on ne lui a pas fait de cadeau. Donc quand on le retrouvait, qu'il ait des choses ou pas, eh ben, c'était le bon client, donc il repartait au trou, d'où le peu de temps qu'il avait entre les deux contre la peine et la sortie, et puis les incarcérations qui ont suivi. En tous les cas, ça c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Je vais en parler tout à l'heure à 14h30, parce que bon, ça sert à rien de reparler de l'âge de 13 ans. Oui, effectivement, ça a été le plus jeune prisonnier de France, qui a eu une erreur à ce moment-là, que j'avais interpellé le juge à cette époque, où je lui avais dit, vous faites une grosse erreur. Mon frère, il a que 13 ans, vous êtes en train de lui briser sa vie, vous êtes en train de le tuer, vous êtes en train de tuer sa jeunesse. On m'a pas entendu à ce moment-là. Voilà, aujourd'hui, 30 ans plus tard, on en est là. Mon frère n'est plus là, effectivement. Il n'a pas choisi son parcours, on lui a imposé à l'âge de 14 ans. Justement, qu'est-ce que vous pensez des tentatives de criminalisation de votre frère? Pour aller vite, en gros, certains disent que parce que ça a été un délinquant, il mérite de mourir un peu. Si en fait on peut aller vite, c'est un peu ce qui a été dit. C'est quelque chose de récurrent en fait. Qu'il soit délinquant ou pas, c'est pas la question en fait. À partir du moment où on meurt entre les mains de la police, admettons que si ça avait été quelqu'un sans casier judiciaire, on lui aurait trouvé quelque chose. Un jet de pierre, je ne sais pas, mais en tous les cas, il faut le savoir, à partir du moment où on meurt entre les mains de la police, vous devenez coupable à titre posthume. C'est-à-dire qu'il y a un tel corporatisme qui existe au sein même de cette police, qui se soutient bec et ongle et qui jamais dénonce les faits et les mensonges des uns et des autres. Donc du coup, à la limite, on ne peut même pas en vouloir à la justice, parce que la justice, elle est là pour instruire des dossiers. À la limite, à qui on en veut, c'est à ceux qui sont derrière les manettes. Là, on l'a entendu, on a eu une démonstration où on apprend que ce policier a été reçu par le préfet, par le ministre de l'Intérieur, par le président. Vous vous rendez compte, quand même, on nous parle d'état de droit, on vit dans un autre monde là, c'est presque un film là qu'on est en train de vivre. C'est un procès emblématique, il faut venir, quoi, c'est pas possible. Et justement, sur cette question, on a entendu alors le juge qui a vraiment interrogé, qui a insisté sur ces faits auprès du policier Saboudjian, où il disait, on entendait donc sur les écoutes le policier dire, mais de toute façon, je suis policier, je suis syndiqué, je suis couvert par l'administration, et maintenant qu'il s'est passé ça, je claque des doigts et j'obtiens une promotion. Mais c'est ça. Mais dans toutes les affaires, vous noterez dans toutes les affaires de crimes policiers, celle de Wissam El Yamni, celle de Laoussine Tougar, celle de Abdoulaye Kamara, celle de à chaque fois, les policiers ont une promotion. Ils obtiennent des promotions. C'est presque des trophées en fait qu'on leur donne. Donc, qu'est-ce qu'on doit? Oui, des médailles. Qu'est-ce qu'on comprend à ça? Qu'est-ce qu'on comprend? Donc forcément que ça a des conséquences. Ça a des conséquences que des policiers continuent à se sentir au-dessus des lois et continuent dans cette violence, dans ce mépris de la société, des règles de loi qui existent, qui sont applicables à tous, et ils se sentent au-dessus des lois. C'est exactement ça. Vous avez vu sur le ton arrogant, la façon dont ils parlent aux jurés, aux procureurs, au président. C'est presque limite, il sait qu'il va rien avoir, quoi. Imaginez-vous un délinquant qui vient et qui parle comme ça à un procureur ou un président.
on va tout de suite le remettre à sa place. On va lui dire, hep, 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 toi tu te tais, t'es accusé pour l'instant. C'est nous qui posons les questions, c'est nous qui faisons le procès, c'est pas toi. Et tu baisses d'un ton. Là, il est là, il s'exprime comme il veut. Bon, de temps en temps, le président le remet à sa place, mais quand même, cette attitude de se sentir au-dessus des lois et de mépriser le droit, voilà, on en est là aujourd'hui et c'est une bonne partie des policiers. Le verdict sera rendu demain. Est-ce que vous appelez les gens à venir vous soutenir? En fait, ce procès ne concerne pas uniquement la famille d'Amin Bentounsi, mais concerne toutes les violences, toutes les histoires de violences policières. Donc que toutes les familles soient là aujourd'hui à nous soutenir, qu'il y ait des gens qui soient contre l'injustice et qui viennent nous soutenir parce que peut-être qu'on n'obtiendra pas justice, mais peut-être que ça aura permis de voir les dessous de la police. Et peut-être que dans quelques années, peut-être qu'il y aura un policier qui va être condamné à du ferme. Et voilà. Justement, le procureur disait à Damien Saboudian, vous êtes, et à Ghislain Boursier, le policier qui a menti, vous êtes la honte de la République, vous êtes la honte de la police. Est-ce que là, vous avez eu l'impression qu'il était soutenu par la police? Est-ce qu'il y avait... Non, mais là, bien évidemment que non, puisque ce sont des magistrats qui s'expriment, qui donnent leur avis. Et donc forcément, que ce soit relevé à ce moment-là, c'est très bien, parce que nous, c'est des choses qu'on dit depuis 5 ans. Il y en a d'autres qui le disent, ça fait 10 ans. Il y en a d'autres qui le disent, ça fait 30 ans. Bon, très bien. Donc que là, ce soit un magistrat qui soit sensible à ce que nous, on a pu dire, mais que ça ressorte publiquement dans les débats publics, c'est très intéressant. Et c'est aussi très intéressant que les journalistes l'entendent, puisque le travail, n'oublions pas le travail qu'on fait aussi, nous, familles de victimes, depuis 5 ans avec le collectif, c'est aussi de rétablir la vérité et la non-criminalisation de nos frères qui sont morts entre les mains de la police. C'est ça aussi qu'il faut rappeler. Donc c'est aussi un message adressé à l'ensemble de la population, de se dire que oui, c'est pas normal que ces policiers soient soutenus par la hiérarchie, et que le président ou le procureur le note, c'est très bien, et c'est aussi très bien pour les journalistes parce que ça leur permet d'avoir un autre aperçu de ce qui peut se passer au sein même de la police. Dernière question pour ma part, après on arrête de t'embêter à mal. Il y a aussi, dans les écoutes, on a aussi entendu, enfin en tout cas le président a lu ces passages, le policier avoir une conversation avec des propos racistes avec l'un de ses collègues, où en gros il racontait, donc ils ont vendu une voiture, il a vu 2 Arabes conduire la voiture après la vente, et un collègue lui dit si on avait su, on aurait mis une bombe dedans. Et dans un autre passage, on entend aussi qu'à 2 reprises, le policier Saboudian, donc celui qui a tué votre frère, qualifie Amin Bentounsi de grosse merde. Et quand votre avocate lui demande de se justifier, il dit moi c'est la sœur, elle m'a insulté sur internet, donc je l'insulte. Quand on manque de respect, je manque de respect. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? À la limite, ça me fait. Je vais pas dire que ça me fait pas mal, mais ce mec-là, on se demande pourquoi il est policier d'ailleurs. On se demande pourquoi il est policier. Il est plutôt dangereux pour lui, pour la société, pour tout le monde. Mais en tous les cas, il est dangereux. C'est un mec qui a rien à faire dans la police. Il n'a aucune maturité, aucune empathie, ne se remet jamais en question. Et ça, c'est très grave. C'est-à-dire qu'il n'accepte pas les ordres, n'accepte pas l'autorité, donc n'accepte pas les règles. Donc, comment voulez-vous qu'il respecte les règles quand il se comporte comme ça? C'est-à-dire qu'au moment où mon frère, soi-disant, il était de face, ça j'en doute puisque plusieurs témoins diront qu'il était de dos, je pense qu'il n'a pas respecté la règle tout simplement, comme son caractère le confirme à la barre. Je pense que c'est plutôt ça. Dernière question, si demain le verdict est négatif pour vous, donc si le policier responsable de la mort de votre frère n'est pas condamné, qu'allez-vous faire? Il faudra continuer à se battre, tout simplement, rien lâcher. Donc ça sera à la cour de casse? Ça sera à la cour de casse, et parce que si on lâche, ça veut dire que ce combat-là, ça a été pour rien. Et c'est aussi un message d'espoir pour d'autres. Peut-être qu'il ne sera pas condamné cette fois-ci. Peut-être que si on se bat encore plus, avec encore plus de monde dans quelques temps,
il faudra continuer. Parce que, voilà. Et il y a l'observatoire l'Observatoire national des violences policières qui va être mis en place à partir du mois de mars, à partir du 15 mars. C'est une plateforme qui va servir aussi à tous les militants qui nous soutiennent d'intervenir, de donner, de connaître ses droits, de recenser, d'avoir une cartographie précise de tous ces crimes policiers qui peuvent exister en France, des contrôles aux faciès, des violences policières. Aujourd'hui, j'ai été très touchée parce que j'ai vu un monsieur, comment il s'appelle Alors c'est Massonneau qui a 80 ans et il se bat toujours pour la vérité, pour la mort de son... Qui vient nous soutenir parce que ça fait 10 ans que son fils a été tué. 80 ans. Et il se bat pour connaître la vérité et la justice. Et il est venu nous soutenir, donc vraiment ça nous fait chaud au cœur parce que son affaire, on l'a suivie aussi parce qu'on s'y est intéressé avec les autres familles, avec Farid. Donc Farid El Yamni, qui a perdu son frère en 2012. Et lui, c'est quelqu'un qui nous dit de lui-même, on n'a pas le même faciès, c'est sûr, mais mon fils il a été tué et je me bats. Et donc voilà, voilà, ça m'a fait chaud au cœur ce matin de le voir et de venir. Et donc voilà, avec toutes les autres familles qui sont venues aujourd'hui. Et avec toutes les autres familles, justement, vous avez décidé de vous réunir le 19 mars, il me semble. Oui, alors le 19 mars, on appelle une marche pour la justice et la dignité, et, qui est un appel qui a été lancé par les familles victimes. Et j'espère que, parce qu'on se rend bien compte que tout ça, on parle de justice, d'état de droit, on sait que tout ça c'est politique. Donc on est à la veille des élections, donc il faut y aller. Le 19 mars, pour la justice et la dignité. Alors à quelle heure à Malben? C'est à 14h, départ Nation jusqu'à République, et on terminera par un grand concert. Voilà. Merci beaucoup. Par de nombreux artistes. Merci beaucoup. Merci Amal. À bientôt. Vous allez où à Malben Tounsi?